UFC 259, 3 title fights, 3 combats à analyser. On commence tout de suite. Après chacune de mes vidéos, je pense qu'il n'y a jamais eu d'exception. Je me dis toujours, mince, j'ai oublié de dire ça, mince, j'ai oublié de dire ça. Je crois que ça nous arrive à tous. Ça vous est déjà certainement arrivé quand vous disputez avec quelqu'un ou quand vous négociez quelque chose. Dans le feu de l'action, où vous donnez vos arguments et puis 3 heures après, quand tout est retombé, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça, ça aurait amélioré, etc., etc. Donc, préalablement, je vais pas m'excuser par rapport à ça, mais il y aura peut-être des blancs qui me permettront de bien réfléchir et bien m'assurer que j'ai tout dit par rapport aux 3 combats, parce que il y a beaucoup à dire, beaucoup de bonnes informations à prendre, et on a vraiment un événement de dingue, donc il faut absolument que cette vidéo cartonne. D'habitude, j'analyse uniquement le main event. Cette fois-ci, j'ai un peu l'impression qu'on a droit à 3 main events, donc je vais vous faire plaisir, j'espère. J'analyse les 3 combats pour des ceintures. Et on commence chez les Bantamweight, qui est l'antépénultième combat de la soirée, donc celui avant le co-main event, et qui est franchement très intéressant. Donc on a Petr Yan donc le champion Petr Yan contre le numéro 1 contender Aljamain Sterling. C'est une grosse opposition de style, vraiment une très grosse opposition de style, mais les deux montrent de belles choses dans les forces de l'autre en quelque sorte. Donc on n'a pas un pur striker contre grappleur, dans le sens où le grappleur, ici Sterling, montre de très belles choses debout. De même que le striker Petr Yan montre de très belles choses dans les scrambles et en lutte. Donc on a vraiment un combat où on se dit, ok, tant que ça reste debout, l'avantage est au champion. Si ça va dans le département du grappling, ça va à l'avantage du challenger. Mais malgré tout, debout, le challenger peut montrer des belles choses et peut vraiment se mettre bien, être dans une zone de confort même debout. De même que Petr Yan, j'ai l'impression, s'il décide de grappler, il peut montrer de belles choses contre Aljamain Sterling. Évidemment, d'un point de vue game plan, je pense que sur papier, c'est assez clair. Petr Yan, c'est dans son intérêt de rester debout. Aljamain Sterling, c'est plutôt dans son intérêt de chercher à lutter. Donc ça, c'est un peu pour la préface. On va commencer par les statistiques, comme je le fais très souvent. Donc, moins 120, moins 110. Sur papier, c'est extrêmement serré, ce qui est assez bizarre. J'avais dit ça pour McGregor contre Khabib Nurmagomedov également. Autant les cotes de paris sont serrées, autant celui qui va gagner va potentiellement gagner sans même transpirer en quelque sorte. Je vais prendre un exemple très simple, c'est arrivé avec Sterling. Sterling contre Cory Sandhagen, c'était un peu pareil. Les cotes de paris étaient fort serrés, mais Sterling a gagné comme s'il était ultra favori. Il a dominé sans problème. Et ça arrive souvent dans les oppositions de style. En fait, ceux qui font les cotes de paris ont trop du mal à dire, ok, ça va aller dans la zone de confort de lui ou de lui, et c'est un peu un 50-50. Il y a autant de chances qu'on reste debout et que ça soit à l'avantage de Petr Yan. Je l'ai dit comme un flamand, là, de Petr Yan. Piotr, on doit dire, que ça a de chances d'aller dans le domaine de prédilection de Sterling en grappling et que ça aille complètement à son avantage. Et en plus de ça, comme je disais, l'un peut vraiment se défendre dans le domaine de prédilection de l'autre. Ok, maintenant que ma preview est vraiment faite, en termes d'expérience, on est vraiment sur du kiff-kiff, 16 combats, 22 combats d'un côté et de l'autre. Au plus haut niveau, évidemment, quand on est champion à l'UFC, quand on est le numéro 1 contender, c'est qu'on a beaucoup d'expérience à l'UFC. On n'est plus en année 2000 où on peut être très fort dans une autre promotion, arriver et prendre un title shot immédiat. Il y a juste, voilà, si on est champion du Bellator, on peut arriver à l'UFC et être à 1 ou 2 combats de la ceinture. Ici, ils ont tous les deux fait leur parcours à l'UFC avant d'arriver là où ils en sont. Donc, ils ont vraiment une grosse expérience au plus haut niveau. Ce qui est évidemment très intéressant, et c'est un peu ce que je viens de dire, c'est Petr Yan est un striker. Il passe plus de 80% de son temps à distance de pied-point, alors que son adversaire, il passe juste la moitié de son temps en pied-point, ce qui est pas mal encore pour un grappleur. Il y a des grappleurs qui sont plutôt vers les 30%, genre Demian Maia. Et automatiquement, Aljamain Sterling
quand c'est au grappling, donc où il passe près de 50% de son temps, il a 30% de contrôle et sur presque 20% du temps, sur 18% du temps, c'est lui qui se fait contrôler. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais grappleur. Quand on voit cette statistique, on dit ouais, ok, on dit que c'est un grappleur, mais il a pas spécialement, ouais, il a 33% de contrôle en plus que ses adversaires en général. Le fait est, il est tellement confiant dans son grappling que ça ne le dérange pas d'être sur son dos, que ça ne le dérange pas que l'adversaire a le contrôle parce qu'il sait sortir des belles soumissions à partir de son dos et on l'a déjà vu faire un arm triangle alors qu'il était sur son dos et que son adversaire était dans sa garde. Donc cette statistique-là, moi je la prendrais juste de manière globale. De manière globale, la moitié de ses combats se passent en grappling. Qu'il soit contrôlé ou qu'il ait le contrôle, généralement c'est plutôt lui qui a l'avantage, on va dire. J'ai plutôt parlé en avantage qu'en contrôle. Donc Sterling, même s'il est sur son dos, c'est pas pour autant que son adversaire est en contrôle. À l'inverse, Petr Yan, très très peu d'échanges en grappling, on est vers entre 15 et 20%. Et en général, quand on est en grappling, c'est lui qui a le contrôle. 13,3% de contrôle, un peu moins de 5%. Ses adversaires ont le contrôle. Donc c'est juste un indicateur que Petr Yan est capable de maintenir un combat à distance. Et le peu de temps que ça se passe en grappling, c'est généralement lui qui a le contrôle et la main mise sur le combat. Donc je trouvais ces statistiques relativement intéressantes et elles vont évidemment en alignement avec ma préface. Ici, on est sur les frappes à distance. Donc ici, j'insiste, les stats que l'UFC donne de significant strike landed per minute, donc le nombre de frappes significatives par minute, c'est tout compris, à distance et en pied-point. Ici, je prends mes stats du compte Twitter MMA by Numbers, qui ici nous donne juste les stats à distance. Donc on est dans la partie distance de pied-point. Voici les statistiques. On a du côté du champion, par minute, il essaye d'envoyer 11,6 frappes et il y en a 4,8 qui touchent, ce qui fait une précision de 41%. C'est du très haut volume de jeu, vraiment du très très haut volume de jeu. Et son adversaire, c'est probablement le combattant le plus volumineux des bantamweight. Il essaye d'envoyer 14,3 frappes par minute, c'est énormissime. Et il va toucher 6,2 fois, donc on est dans un pourcentage de précision équivalent à son adversaire. Donc ici, on a vraiment deux bouts. On peut sincèrement s'attendre à beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Une statistique sur laquelle je vais quand même insister, c'est ici. Sterling a jamais mis de knockdown. Il a vraiment un style où il va pas frapper fort, il va frapper pour toucher. Donc lui, il va pas mettre beaucoup de force, ce qui explique pourquoi il a un haut volume de jeu, mais que dans les rounds tardifs, il a encore pas mal d'énergie. C'est parce qu'il en dépense pas beaucoup dans ses frappes. Petr Yan, quant à lui, il avait évidemment un peu plus de force dans ses points. Enfin, en tout cas, il met plus de peps dans ses frappes, ce qui explique aussi que son volume est un peu plus faible. Mais on reste quand même dans des hauts volumes de jeu par rapport à ce qu'on a pu voir les semaines passées, principalement chez les poids lourds, évidemment, où le volume est naturellement plus faible. En termes de défense, donc Petr Yan, dans ses combats, son adversaire va essayer de le toucher 10,2 fois par minute et il va réussir 3,5 fois, ce qui fait qu'il a une défense de 66%, ce qui est plutôt pas mal. Cette statistique, je la prendrai avec des pincettes pour la bonne et simple raison que autant Petr Yan a de très bons mouvements de tête, autant son premier système de défense, c'est le bloc. Il va plutôt bloquer et son deuxième système de défense, c'est de bouger la tête pour contrer. Donc, soit il va bloquer pour défendre, soit il va bouger la tête pour faire un contre délayé. On va le voir ça dans les séquences que je montrerai après. Et du coup, cette statistique, elle est un peu difficile parce que, voilà, quand il bloque, j'imagine qu'il y a des frappes qui sont comptabilisées alors que ça arrive vraiment réellement sur son avant-bras ou sur son triceps pour les kicks par exemple, et je sais pas trop s'il comptabilise ça comme étant des frappes qui touchent ou non, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de juste rappeler que le système défensif de Petr Yan est très très bon, il est vraiment bon, il défend très bien, il bloque beaucoup et c'est pour ça qu'il arrive à si bien mettre la pression. On le verra dans les séquences vidéo qui suivent. Du côté de son adversaire, on essaye de le toucher autant de fois, donc le volume de jeu est assez élevé aussi. Et par contre, on le touche que 3 fois, donc il a 70% de défense. Et lui, il a un système défensif complètement opposé à celui de Petr Yan. Petr Yan, comme je le disais, c'est plutôt bloquer, de temps en temps bouger la tête.
Aljamain Sterling, c'est un peu comme les bonhommes comme ça là. Il a tout le temps la tête super loin. J'espère qu'avec le micro ça va pas bugger ce que je viens de faire. Mais en gros, il bouge beaucoup la tête. Vraiment, il bouge la tête et puis il recule. Et sa tête est très très difficile d'accès. C'est aussi basé, on va dire, sur le mouvement de tête, mais sur le mouvement de corps de manière générale. Ouf, on y arrive. Pour la lutte, toutes les 15 minutes, Petr Yan va essayer 1.5 takedown. Enfin, va réussir 1.5 takedown sur 2.7 essayés, ce qui fait une réussite de 53%, ce qui est dans la moyenne. Sterling, lui, c'est plutôt quelqu'un qui cravache pour obtenir ses takedowns. Il a une bonne lutte, il a un pédigré en lutte qui est assez intéressant. Il a des bons shoots à distance, des shoots très bas dans les jambes. C'est plutôt au clinch à la cage qui va avoir le plus de succès. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est quelqu'un de persistant. C'est-à-dire que sur 15 minutes, il va essayer 6.5 takedowns. Il va en réussir à peu près 2, ce qui lui fait une réussite de 29%, ce qui est très faible. Mais la réalité, c'est que il y a beaucoup de shoots en takedown qu'il envoie sans l'intention d'amener au sol, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que de temps en temps, il va shoot sur un takedown juste dans le but d'être au clinch à la cage et travailler à partir de là. Donc son pourcentage est fort faible, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'il l'essaye beaucoup, pas qu'il réussit beaucoup. Le fait qu'il l'essaye beaucoup, ça veut dire qu'il arrive souvent dans des positions que lui aime bien, le clinch à la cage, qui lui permet après d'amener au sol ou surtout de prendre le dos à partir du clinch à la cage. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la moitié de combat au clinch ou au grappling du moins, parce qu'il l'essaye beaucoup. Finalement, d'un point de vue défensif, contre Petr Yan, évidemment, qui est un excellent striker, on essaye souvent de l'amener au sol, 4.1 toutes les 15 minutes, et par contre, on y arrive très rarement, 0.5. Donc, en gros, par demi-heure, il se fait amener au sol une seule fois avec réussite. Donc, il a une défense de 88%. C'est énormissime comme défense. Il a des très bons scrambles, des très bons sprawls. Donc voilà, ça c'est une stat vraiment importante ici pour ce combat. De l'autre côté, on essaye d'amener au sol Aljamain Sterling 2.4 fois toutes les 15 minutes. Ça réussit la moitié du temps. Encore une fois, étant donné que c'est un grappleur et qu'il a confiance en sa lutte défensive, en son grappling, il a amplement confiance en ses capacités quand il est sur son dos, qui défend pas toutes les amener au sol. Quand il sent que son adversaire part sur une amenée au sol et qu'il peut tirer quelque chose du scramble, il va se laisser amener au sol, ce qui explique pourquoi sa défense est si faible. S'il est face à un très bon lutteur et qu'il se sent en difficulté sur son dos, là il va commencer à défendre et c'est là où il réussit ses défenses. Ok, maintenant que la preview est passée, je vais passer vers les séquences. Avant ça, j'avais juste ceci qui était intéressant. Donc Sterling a envoyé 803 frappes significatives dans sa carrière à l'UFC. C'est le plus de frappes envoyées par quelqu'un dans l'histoire de l'UFC sans marquer le moindre knockdown. Donc je reviens là-dessus, ça reste intéressant parce que Petr Yan a un très bon menton et Sterling n'envoie pas des frappes puissantes, il envoie pour toucher. Donc c'est difficile d'imaginer Sterling marquer un KO dans ce combat ou un TKO debout. Au sol peut-être, avec du ground and pound, mais c'est difficile. On va plutôt voir Sterling gagner soit à la décision, soit par soumission. Et finalement, comme je disais, tous les deux sont très volumineux. Le plus de frappes significatives lancées dans un simple combat à l'UFC, c'est Petr Yan qui a le record en numéro 1 avec 194 frappes significatives envoyées contre José Aldo. Ça s'est terminé en début de 5e round. Et Funkmaster, c'est-à-dire Sterling, qui en a envoyé 174 contre Pedro Munoz, qui était en 3 rounds. Ce sont vraiment des stats assez intéressantes. Et donc finalement, comme on avait vu dans les stats, ils touchent beaucoup leurs adversaires et ils se font pas spécialement toucher beaucoup. Donc le différentiel de significant strike dans l'histoire de l'UFC pour tous les combattants qui ont plus de 5 combats, on retrouve Petr Yan à la 7e place et Funkmaster à la place numéro 9. Donc c'est vraiment deux gars qui ont une réelle capacité en pied-point de toucher sans se faire toucher. Tiens, ça vous rappelle pas Gane, mais version, on va dire, volumineuse. Mais en fait, voilà. Cyril Gane est numéro 6 dans ce classement. Donc c'est toujours bien de comparer. On voit un Cain Velasquez, Tatiana Suarez, évidemment, Joanna Jędrzejczyk. Comment on se dit ça? Oh voilà, c'est une stat intéressante. On va passer dans les séquences parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, c'est pas très grave. Alors, pour illustrer
le style de Sterling debout. J'ai pris une séquence ici contre Pedro Munoz où on voit, il encaisse, il vient frapper en gaucher, il passe en droitier, il frappe en gaucher, en droitier, il repasse en gaucher, il frappe de nouveau avec son jab. Donc, il envoie beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de volume. Là, c'est une petite séquence. Sur la petite séquence, il a envoyé peut-être 7-8 frappes, chaque fois dans des angles différents. Il passe en gaucher, en droitier. Il passe de droitier à gaucher en avançant. Il passe de gaucher à droitier en reculant. Donc, il est vraiment capable de jouer avec ça et il change à chaque fois d'angle. C'est pas linéaire. Quand il change d'une garde à l'autre, il va prendre un angle de 15 degrés sur le côté. Donc ça illustre assez bien son style. Vous voyez, sa tête est pas disponible. Il bouge beaucoup sa tête, il bouge beaucoup son corps et son adversaire a jamais le temps de se poser, de se dire, OK, maintenant j'ai un bon angle pour attaquer. C'est vraiment difficile de l'attaquer. Par rapport à ça, en parlant du combat de Pedro Munoz, ici je voulais juste montrer les statistiques par round parce que je trouve que Pedro Munoz a fait une très bonne adaptation dans ce combat. Regardez, hein, il essaie d'envoyer 56 frappes à la tête, il y en a seulement 14 qui touchent. Deuxième round, il en envoie un peu moins, il y en a seulement 15 qui touchent. Et au troisième round, de nouveau 53 envoyés à la tête et seulement 15 qui touchent. Donc ça prouve juste que toucher Sterling à sa tête avec une frappe, c'est vraiment compliqué. Par contre, au niveau j'ai toujours dit, quelqu'un qui bouge beaucoup la tête, sa tête n'est pas disponible, elle est difficile d'accès. Par contre, son corps et ses jambes sont sur place pendant qu'il bouge la tête. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que au niveau du corps, 8 sur 18, 14 sur 27, 7 sur 19. Statistiquement, c'est plus intéressant de l'attaquer au niveau du corps qu'au niveau de la tête. En tout cas, c'est plus facile de le toucher. Et surtout au niveau de la jambe. Au premier round, il en a essayé 12, il a touché avec 5, et puis 12 sur 14, 15 sur 16 avec les low kicks. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai vu dans le Embedded, j'ai eu l'impression en tout cas que Petr Yan envoie pas mal de low kicks aux pads. Et je pense que ça va faire partie de sa stratégie. Évidemment, on l'a toujours dit, hein, quand on affronte un TJ Dillashaw, un Dominick Cruz, attaquer les jambes, c'est une très très bonne idée. Un Cyril Gane, évidemment, les low kicks, ça devrait faire partie de la stratégie de ses adversaires. Ici, contre Sterling, c'est un peu pareil. Alors, ce qui est important évidemment avec Sterling, c'est le grappling. Là, ce que je voulais juste montrer, c'était sa réactivité contre Sandhagen. Donc ici, il part sur un petit trip. Et ce qui est très important ici, c'est la seule raison pour laquelle, pour le moment, Sterling ne sait pas aller dans le dos de Sandhagen, c'est le overhook, qu'on peut appeler aussi le whizzer, que Sandhagen a sur lui. Il va le faire trébucher ici, on voit pas très bien, mais en gros, il y a un genre de knee tap plus une pression qui fait avancer Sterling sans qu'il puisse déplacer sa jambe parce qu'elle est coincée avec le genou de Sterling. Le fait qu'il trébuche, évidemment, il veut se rattraper avec ses mains, donc au moment où il sent qu'il trébuche, il va enlever son overhook ici. Donc vous voyez, hop, son coude est ici. Il va essayer de faire passer sa main devant, soit pour la poser et prendre appui, soit pour placer le underhook à la cage ici. Le problème, c'est qu'il y a une super réactivité. Dès le moment où il enlève son whizzer, son overhook, regardez la tête de Sterling, elle passe en dessous et il vient directement se déplacer, se décaler dans le dos. Ok, donc le pied qu'il a ici va partir par ici et ses hanches vont partir vers le dos de Sterling. Vraiment une très très belle capacité à prendre le dos. Ici, une fois qu'il a le dos, il saute, il attaque la soumission, il l'a pas en dessous de la gorge, mais malgré tout, il met une pression. Khabib Nurmagomedov a soumis McGregor comme ça. Il n'avait pas la main sous la gorge, il avait au niveau de la mâchoire et la pression suffisait pour le tap out. Et donc ici, une fois qu'on est au sol, de nouveau directement, c'est au ralenti, c'est le ralenti de l'UFC. Il vient directement chercher le body triangle du bon côté. Donc on dit toujours que quand on cherche le body triangle dans le dos, on essaye d'avoir le lock vers le haut et pas vers le bas. Sinon, on applique soi-même en fait une pression sur nos chevilles, ce qui est moins confortable et ça offre plus d'opportunités à l'adversaire de partir sur une sortie. Mais ça, c'est juste pour montrer la réactivité. Une fois qu'il a le dos, il a énormément de technique, il a énormément de tactique. Ici contre Stamann, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Donc, ce que j'aime bien, c'est que ici Donc, il est dans le dos de son adversaire. Ses hanches sont vraiment au-dessus des hanches de Stamann. On voit très très souvent des combattants, des grappleurs qui mettent leurs hanches trop haut dans le milieu du dos, ce qui offre l'opportunité à l'adversaire de se mettre en tripod, donc de se mettre sur ses deux pieds et sur ses deux mains, lever les fesses le plus haut possible et puis commencer à shake pour faire tomber l'adversaire par en haut, comme on dit. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que
Al-Ramin a vraiment une très très bonne un très très bon positionnement, c'est-à-dire qu'il a ses hanches vraiment au-dessus de celles de Staman. Il prend un appui ici pour pouvoir envoyer son grand endpoint. Donc ça c'est déjà quelque chose de très intelligent, très propre. Malgré tout, on a un Staman qui arrive à prendre du coup la position de, c'est pas vraiment le tripod parce qu'il a ses deux mains au sol, mais voilà, il arrive à avoir ses hanches vers le haut. Ici, très très intelligent. Je vais avancer un tout petit peu. Vous voyez ce que vient faire Sterling, c'est il vient contrôler les deux mains ici avec ses mains. Il vient enrouler et attraper, et puis il va rapprocher les deux coudes de Staman, ce qui va faire que ces deux mains vont être l'une à côté de l'autre. On perd donc en stabilité. On a plus de stabilité si les mains sont bien écartées que si elles sont l'une à côté de l'autre. C'est pour ça que les pompages, c'est plus facile avec écart d'épaule qu'avec les mains en diamant. On en fait moins en diamant. Ici, c'est un peu le même principe. Et là, il va simplement être patient. Il va continuer à mettre de la pression avec ses mains vers l'avant, tout en mettant de la pression avec ses jambes vers l'arrière pour étaler Staman. C'est vraiment très très bien joué, tout en finesse. Voilà. Une fois qu'il est tombé, là, essayez de vous mettre à la place de Staman dans cette position. Ça s'appelle le double Nelson. On est vraiment dans une position très très désagréable. Et il va, donc ici, il contrôle le double Nelson. C'est le principe d'avoir un contrôle qui passe en dessous des coudes de l'adversaire et au-dessus de la nuque avec les mains pour pouvoir vraiment garder le contrôle et casser la posture de l'adversaire. Évidemment, s'il utilise ses deux mains pour le double Nelson, il peut plus faire grand chose. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer une de ses deux mains tout en gardant le double Nelson avec un seul bras. Voilà. Donc ici, il contrôle les deux bras. Donc, de ce côté, du côté le plus loin, il contrôle avec son biceps. Du côté le plus près, ici, il contrôle avec sa main, comme vous voyez. Donc, avec une main, il a le double Nelson, ce qui lui permet de frapper avec sa main libre. Évidemment, son adversaire intelligemment tourne la tête et au final, le bras glisse à force. Mais je trouvais ça très intéressant comme séquence pour obtenir quelques petites frappes et en tout cas pour maintenir un très bon contrôle contre Staman. Et puis finalement, on se retrouve dans la même position ici. Et ça, c'est une de mes soumissions préférées. Elle est arrivée que 3 fois à l'UFC. Le Suloev stretch. Donc, on est vraiment dans la même situation. On a Staman qui prend un genre de tripod, mais avec 4 appuis, ses deux mains. Cette fois-ci, au lieu de partir sur la même chose que ce qu'il vient de faire, donc pour étaler Staman, il va venir chercher la jambe ici opposée. Et en fait, le Suloev stretch, c'est une clé de genou à partir du dos. Je vais juste vous laisser profiter plutôt que de la décrire. Donc là, il vient chercher un contrôle avec ses deux mains. Et puis, ce qu'il va faire, c'est simplement tirer avec ses deux mains pour que le pied de Staman parte vers l'avant et que son corps parte vers l'arrière. Hop. Et puis ici, c'est une question de souplesse. On va avoir le tap-out directement. Donc, encore une fois, mettez-vous à la place de Staman ici. Si vous n'êtes pas super souple, et même si vous êtes super souple, vous allez taper. Donc, c'est vraiment un genre de clé de genou à partir du dos. Soit on tape à cause de la douleur au genou, soit on tape à cause de l'étirement au niveau du hamstrings, donc sur l'arrière de la jambe, mais pas de la jambe droite, ici de la jambe gauche de Staman. Donc voilà. Comme je disais, Al-Ramin Sterling, vraiment un des meilleurs grappleurs de la division. Petr Yan. Petr Yan, comment le décrire? C'est quelqu'un qui travaille à partir beaucoup du boxing range, parce que son gros atout en MMA, c'est sa boxe anglaise. C'est ça qui le rend un peu tricky dans son jeu aussi, c'est que quand on l'affronte, on a l'impression qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui fait quasi que de l'anglaise, et le peu de kicks qu'il envoie, on s'y attend pas, et c'est ça qui les rend vraiment dangereux. En MMA, garder le boxing range, c'est une tâche compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'espace, c'est pas des angles droits, on n'est pas dans un ring, c'est des angles plus obtus. Donc c'est difficile de mettre de la pression sur quelqu'un, et évidemment pour arriver au boxing range, si on est à l'ouvert, chaque fois qu'on rentre dans le boxing range et que l'autre recule, on se retrouve au kicking range ou au karaté range. Si l'adversaire a la cage derrière lui, c'est là où on sait choisir le range auquel on veut, donc le range, la distance à laquelle on veut se positionner. Et donc, c'est important dans le jeu de Petr Yan d'être capable de mettre de la pression. La raison pour laquelle il sait bien mettre de la pression, c'est dans cette séquence-ci. Lui ne désengage quasi jamais. Quand l'autre attaque, quand son adversaire attaque, c'est ce que je disais dans la préface, il va bloquer. Quand on bloque, ça permet de rester sur ses appuis, bloquer, attendre que l'adversaire ait fini sa combinaison et réavancer. Ou bien, contrer.
Donc ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle il sait mettre de la pression. Donc ici, vous voyez, il bloque, il est vraiment très très serré, il bloque plus des mouvements de tête. Il cumule les deux. Dès que c'est fini, hop, il réavance, et il essaye vraiment de chercher ce boxing range. Hop, et ça c'est très très beau. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il sait bien mettre de la pression, c'est sa capacité à faire des shifts. Ici, il est en droitier, et dans la combinaison, il passe en gaucher, ce qui permet de bien couper les angles. Donc là, on a Jimmy Rivera qui pense encore que Petr Yan est en droitier, donc il va partir vers le côté fermé, qui s'avère être le côté ouvert, puisque Petr Yan est subtilement passé en gaucher. Hop, et là, il se remet en droitier, on est de nouveau à pression, et vous voyez, il bloque tout le temps. Donc, sa capacité à mettre de la pression réside vraiment dans le fait qu'il désengage très peu, et qu'il s'est passé de gaucher à droitier pour chaque fois bien couper les angles et bien cadrer son adversaire. Le troisième et dernier point, je vais l'illustrer sur celle-ci, c'est sa compréhension de la distance. Okay, donc contre José Aldo, ici on est en garde ouverte, c'est que des petits pas. Donc, vous voyez, il fait pas de grands pas. Souvent qu'on est à distance de karaté ou de kick et qu'on veut rentrer en distance de boxe anglaise, on doit faire un super long pas et l'adversaire le voit venir. Ici, lui, il vient s'installer peu à peu dans le boxing range et il s'en fout s'il est au kicking range, il en voit rien ou alors il kick, c'est pas très grave. Ici, on voit, hop, et là, regardez-moi, c'est vraiment magnifique. Juste avant l'action, vous voyez, je parle souvent, les pieds sont complètement alignés. Pour que le direct de Petr Yan passe, il faut qu'il aligne son épaule arrière avec la cible, c'est-à-dire la tête de Aldo. Pour ce faire, il faut que son pied passe sur l'extérieur, son pied avant passe sur l'extérieur du pied avant de José Aldo. Donc là, je vais avancer tout doucement. Vous voyez, il fait son petit step. Et là, il gagne la guerre des pieds et il vient envoyer un petit uppercut suivi de son direct. Voilà, à la McGregor. Pap. Et c'est le début de la fin du combat. Donc ça, c'est vraiment le genre de petits détails qui font la différence. On est à un range où s'il tend son bras, que ce soit son jab ou son direct, il va probablement arriver ici. Donc il doit avancer de ceci. C'est la distance qu'on a vraiment ici. Et en plus de ça, il prend l'angle dominant. Donc il arrive à casser cette distance, à prendre l'angle dominant par rapport à la combinaison qu'il veut envoyer. Ça, c'est de l'expérience. Pardon, en fait, c'est un jab direct. Ça, c'est quand il avance en restant dans la même garde. Et il utilise beaucoup de shifts. Ici, on va le voir contre Urijah Faber. Il est droitier et il finit en gaucher. Okay, donc ça permet de vraiment couvrir une plus large distance. Parce qu'il avance. Donc, au lieu d'avancer, je vais revenir en arrière. Hop. Sur José Aldo, quand il reste en gaucher, il s'est avancé d'une trentaine de centimètres. Okay. Contre Urijah Faber, qui est quelqu'un qui désengage beaucoup plus, il doit pas avancer de 30 centimètres. Il sait que Urijah Faber va désengager, donc il doit avancer de toute une garde, en fait. Et c'est pour ça qu'il va pas rester en droitier, il va passer en gaucher. Mais comment est-ce qu'il va faire pour passer de droitier à gaucher sans se faire contrer? Il va cacher ça avec des frappes. Donc ici, jab pour le cross. Regardez, je vais revenir en arrière, ce qu'il faut. Le jab pour cacher son step. Et ici, il va envoyer un cross et se laisser avancer dans le cross pour envoyer un cross de l'autre côté. Ok, donc ici, on est en droitier. Jab, cross en droitier, et pendant le cross, il se laisse emporter, il passe en gaucher, et de nouveau cross ici. Et ça, c'est un gros knockdown. C'est sublime. Il y a très peu de gens qui font ça, mais ceux qui le font, c'est vraiment magnifique. Golovkin le fait en anglaise. Donc ici, je vais montrer, c'est à peu près la même stratégie. Hop. Ça, c'est même un double shift. On est en droitier direct, donc le cross. On se laisse emporter par le cross, on passe en gaucher, jab pour cacher le cross en gaucher et on repasse en droitier. Donc là, c'est un double shift. Je le remets, pop, 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 c'est vraiment super. Tac, et ici on a le même. Je vais le remontrer au ralenti. C'est même en double shift, mais au final, il n'a pas besoin du deuxième. Donc ici, on est en droitier. Il envoie son cross, il se laisse emporter par le cross. Il shift. Il envoie son direct et il a de nouveau fait un shift. Donc il est passé de droitier à gaucher à droitier. Direct, il se laisse emporter, gaucher. Direct en gaucher, il se laisse emporter, droitier, mais il y a déjà le knockdown. Ça permet de prendre des bons angles aussi. Vous voyez comme... Je vais remontrer ça. Ici, on est en droitier. Il va passer en gaucher, regardez son pied avant. Sur l'extérieur, donc il a de nouveau l'angle dominant, ce qui lui permet d'aligner son épaule arrière avec sa cible. Quel boulot.
Quel boulot. Ok. Donc, ouais, on a déjà bien parlé de ces deux-là. Sterling, son game plan, comme vous l'avez vu, là où il y a le plus de risques contre Petr Yan, c'est quand on est mis sous pression et quand on est au boxing range ou quand on lui permet de lui-même initier le boxing range. Donc, pour éviter ça, Aljamain Sterling doit être soit all the way in, soit all the way out. Ce que j'entends par là, c'est qu'il doit soit être à son kicking range, envoyer des kicks de là pour éviter que Petr Yan ne rentre au boxing range. Et si Petr Yan veut rentrer au boxing range, lui aussi doit avancer pour arriver au clinch qui est sa zone de prédilection et essayer de grappler évidemment à partir de là. Deuxième chose, utiliser beaucoup de mouvements latéraux, ce qui fait très naturellement lui-même. Ouais, je pense que c'est tout. Utiliser beaucoup de mouvements latéraux, ça va lui permettre deux choses. Ça va lui permettre de jamais donner l'opportunité à Petr Yan d'imposer son angle et de faire ses shifts pour prendre un angle dominant. Il va tout le temps être hésitant en disant putain, je sais pas prendre l'angle dominant là sur un shift, etc., etc. Et en plus de ça, ça va lui permettre d'avoir de l'espace derrière lui pour éviter que Petr Yan ne lui mette trop la pression. Donc ça, c'est vraiment pour moi le game plan, c'est soit kicking range, soit clinch et tout le temps avec de l'espace derrière lui grâce à des mouvements latéraux et tout le temps constamment changer d'angle, toucher, même toucher dans la garde. Hein. Si lui touche beaucoup dans la garde avec des kicks à distance et que Petr Yan ne le touche jamais parce que lui esquive avec sa tête, aux yeux des juges, c'est lui qui va gagner. Dans le sens où toucher dans la garde, visuellement, ça touche quand même physiquement l'adversaire, alors que rater parce que l'autre a un mouvement de tête, on touche rien, on vise dans le vent. Donc visuellement, aux yeux des juges, ça donne l'avantage à Sterling de jouer un peu sur le style justement de Petr Yan. Petr Yan, quant à lui, c'est l'inverse. Il va devoir être précis, patient, varier les niveaux d'attaque, donc beaucoup attaquer les low kicks à chaque fois que que Sterling bouge d'un côté, il sait vraiment faire des collisions. Si Sterling va vers sa droite, low kick à droite, ça casse vraiment la base. Donc varier les niveaux sur ses attaques, pas tout le temps attaquer la tête, feinter la tête, il recule la tête, attaquer le corps ou la jambe qui seront disponibles. Mettre de la pression, sous pression, on va plus reculer la tête, on va devoir bouger latéralement parce qu'il y a la cage et si on recule la tête, on va prendre des frappes. J'ai plus le nom, mais j'ai fait une vidéo en début d'année, je pense, où il y avait un combat comme ça, où le gars faisait esquiver en mettant la tête en arrière et une fois qu'il était dos à la cage, il cognait sa tête à la cage en arrière et puis il prenait la frappe. Donc ça c'est voilà, en termes de game plan, c'est un peu ça. Je sais que les gens aiment bien avoir mes pronostics, mais là, honnêtement, pronostiquer quelque chose, c'est vraiment se mettre à risque de dire, ok, comment expliquer ça? C'est vraiment se mettre à risque de dire, ok, je le vois lui gagnant, et après c'est complètement faux. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Avant de voir les cotes de Paris, j'avais l'impression que Petr Yan était bien plus favori. Je le mettais plutôt vers moins 180, moins 200. Donc je vais dire Petr Yan. Je pense qu'il a plus d'outils pour gagner. Il a plus d'outils pour gagner. Il a plus de capacité à garder ça dans son jeu à lui. Et je crois que debout, même si Sterling peut le mettre en difficulté en termes de décision, c'est-à-dire le toucher beaucoup et rendre la tâche difficile à Petr Yan de le toucher, je pense qu'il va arriver avec un bon game plan et honnêtement, je crois qu'il va l'emporter lui-même. Mais j'ai eu un pressentiment cette nuit que Sterling allait gagner, allait tous nous surprendre. Enfin, je dis surprendre, mais au final, les cotes de Paris sont tellement serrées que ce serait pas une surprise apparemment s'il gagne. Quoi qu'il en soit, voilà, pronostic Petr Yan. Je sais pas s'il arriverait à le finaliser. Peut-être le finaliser dans le quatrième dans le quatrième round. Allez, on va prendre des risques. Petr Yan dans le quatrième round. Je vais boire. Après ça, on passe au co-main event. Ce sera beaucoup plus rapide. Ok. Co-main event. On va chez les femmes en featherweight, c'est-à-dire un combat dont on n'en a rien à foutre. Le point le plus important ici, c'est ça. On est chez les featherweight, donc il y a une championne, mais il n'y a pas de classement parce qu'il n'y a pas assez de profondeur dans la division. Ok, je vais pas faire de politique. Amanda Nunes, ultra favorite, moins 1200. Megan Anderson, ultra underdog, plus 700. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voyez Amanda Nunes gagner, ça sert à rien de parier. Vous allez devoir mettre 1200 € pour gagner 100 €. Et c'est croquette. Même, je dirais que même en
en parler en combinaison, ça sert à rien, c'est trop un gros risque. Si vous avez un pressentiment pour Megan Anderson, évidemment, ça vaut la peine, hein, vous mettez 1 euro, vous en gagnez 7 supplémentaires, donc pourquoi pas. En termes d'expérience, voilà, la dernière fois que Nunes a perdu, Megan Anderson avait un palmarès professionnel de 2 victoires, 1 défaite, et elle devait faire ses débuts à l'Invicta. Donc en termes d'expérience, je pense que clairement ça va à l'avantage de la championne, et expérience au plus haut niveau également. Megan Anderson n'a pas, à part Holly Holm contre qui elle a perdu à la décision, elle n'a pas rencontré de gros niveaux. Pardon. Donc évidemment, on va rapidement passer en revue quand même. Donc Amanda Nunes, elle passe la plupart de son temps à distance, mais il y a pas mal de grappling aussi. À l'inverse, Megan Anderson, qui est une strikeuse, elle se fait souvent contrôler. Donc, elle s'est fait contrôler 60% du temps dans la cage à l'UFC, contre 13% de contrôle et 26% à distance. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ses adversaires essayent tout le temps de la contrôler. Pourquoi? Parce que c'est une bonne strikeuse. On va pas se mentir, ça reste une bonne strikeuse. Et elle est très, très, très grande. Donc, une bonne strikeuse qui est, quand on a face à nous quelqu'un qui est meilleur en pied-point et qui est plus grand, on va essayer de casser la distance. Ce qu'il y a d'intéressant avec ça, c'est que malgré un quart du temps passé à distance de pied-point, elle a marqué des belles finalisations. Donc, elle n'a pas besoin de beaucoup de temps à pied-point pour trouver son ouverture. En pied-point, ici, on a pas mal de similitudes. Hein. Le volume de jeu est assez identique de part et d'autre. Défensivement, on est bien plus en place chez Amanda Nunes que chez Megan Anderson, ce qui nous indique que si ça part sur des échanges debout, a priori, Amanda Nunes va plus toucher Megan Anderson que Megan Anderson ne la touche. C'est ce que les stats indiquent, et j'ai tendance à faire tendance aux stats parce que les stats cumulées de Amanda Nunes, c'est contre le plus haut niveau de l'UFC. Elle est championne depuis longtemps, elle est double championne depuis très longtemps, donc ça fait très longtemps qu'elle ne combat que contre du top 5. Megan Anderson, à part contre Holly Holm, elle n'a pas combattu contre du gros niveau, et malgré tout, ses stats sont moins bonnes qu'Amanda Nunes. Donc a priori, debout, l'avantage statistique est, selon moi, va vraiment à l'avantage d'Amanda Nunes malgré la différence de taille. En lutte, pareil. En lutte, Amanda Nunes clairement a des meilleures stats et on le sait tous, est meilleure que Megan Anderson. Megan Anderson est pas encore totalement au point en lutte. En lutte à la cage, défensivement, en grappling, c'est pas encore un produit fini, on va dire ça comme ça. Le knockdown rate était pas mal hein, pour des catégories de femmes, 1.65%, 2.65% chez Megan Anderson, c'est vraiment pas mal. Donc tout ça pour dire, je vais plutôt résumer, j'ai pas de séquence à montrer sur ce combat parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur un combat où il y a une favorite claire et nette et une underdog claire et nette. En gros, selon moi, et je crois selon tout le monde, Amanda Nunes est meilleure partout que Megan Anderson. Je crois qu'elle est capable de gagner, peu importe dans quelle dynamique de combat on se trouve. Par contre, le chemin clair vers la victoire, là où elle aura le plus facile à gagner, si on prend la logique Georges Saint-Pierre, Kamaru Usman, même si t'es meilleur que ton adversaire partout, il vaut mieux aller là où t'es le meilleur de loin. C'est au clinch et au sol. Donc, à mon avis, Amanda Nunes, c'est vraiment dans son intérêt d'essayer de casser la distance, d'amener ça au sol, et je crois que si ça va au sol, ça va pas lui prendre longtemps pour trouver la finalisation, que ce soit en ground and pound ou par soumission. Megan Anderson, évidemment, son game plan est assez clair. Rester à distance de pied-point, essayer d'imposer son jab et ses kicks, essayer de rester à son propre kicking range. Si elle a son kicking range, Amanda Nunes doit faire un step-in pour la toucher, et c'est là où elle peut envoyer son direct en contre, qui est très très bon. Elle l'a fait dans son dernier combat, ou son avant-dernier combat. Donc moi, à la place de Megan Anderson, je jouerais beaucoup sur des single attaques avec le jab et avec le kick et chercher les contres au moment où Amanda Nunes casse la distance. Soit avec le direct, soit avec des genoux dans l'axe pour essayer de la rendre hésitante à casser la distance et à shooter sur des takedowns. Amanda Nunes, par rapport à ça, elle doit pas shooter bas. Parce que shooter bas vers les jambes de quelqu'un qui est grand, il y a beaucoup de coups de genoux qui pourraient arriver. Elle doit essayer de casser la distance en restant très haute, en venant chercher le clinch à bord, puis partir sur des amenés au sol en judo, puisqu'elle est ceinture noire en judo. Donc je pense que c'est ça le plus intéressant pour elle. Je crois qu'Amanda Nunes a beaucoup d'opportunités sur les jabs de Megan Anderson de contrer avec des low kicks.
Contre les grands, ça fonctionne toujours bien. Et elle a des excellents cross, excellents overhand. Donc, je serais pas étonné de l'avoir mettre Megan Anderson KO sur un cross counter, donc sur un overhand en contre synchronisé sur le jab de Megan Anderson. Voilà, j'ai pas m'éterniser davantage. Je vois Amanda Nunes s'imposer dans les 2 premiers rounds sur Megan Anderson. Megan Anderson a une petite chance, je dirais. Elle a le knockout power. Elle a un assez bon timing sur son direct. Elle a des bons kicks qu'on voit pas spécialement venir. Mais pour moi, Amanda Nunes est trop expérimentée à un haut niveau. Elle a déjà vu Shevchenko qui a des très bons kicks aussi qu'on voit pas venir. Holly Holm qui a des très bons kicks qu'on voit pas venir. Donc voilà, combat pour moi qui va à l'avantage clairement de la championne. Et j'espère qu'après ça, on enlève la division des featherweight parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Vraiment, je préfère qu'Amanda Nunes reste en bantamweight et défende sa ceinture là-bas. Voilà, ok. c'est à peu près tout. On va avancer et on va partir vers le main event. Main event, je vais de nouveau boire parce que je parle beaucoup. Ok. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu aimes bien, a priori. Alors je vais faire ma petite pub rapide. Si tu découvres ma chaîne et que t'es pas abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore liké, que tu sois abonné ou non, si tu n'as pas encore liké, like. Et oublie pas à la fin de la vidéo de me mettre un commentaire, s'il te plaît. Si tu kiffes la vidéo, partage sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. N'hésite pas à me follow d'ailleurs sur ces plateformes. Tag-moi quand tu partages, comme ça je peux repartager. Je peux aussi te follow back. Et achète, si tu veux me supporter financièrement, si tu trouves que ce contenu gratuit est vraiment cool et que je mérite une mini rémunération, achète mon ou mes livres. Ils sont dans la description. C'est vraiment des livres sur le MMA. Donc, si tu aimes bien cette vidéo, tu vas aimer ces livres. Ok. Main event. J'ai mes notes ici. On va d'abord passer en revue les stats. Donc, on a le champion des light heavyweight, Jan Blachowicz, qui est underdog à plus 195. Israel Adesanya, underdog à plus 250. Comment justifier ça? Israel Adesanya monte en light heavyweight. Il n'est pas connu pour être un gros middleweight, ce qui veut dire qu'il cut déjà très peu pour être en middleweight. Le gap entre 84 kg et 93, 93 est assez énorme. Donc on s'attend à Israel Adesanya, et d'ailleurs on l'a vu sur les vidéos, il n'a pas spécialement beaucoup grossi, donc je pense qu'il sera à son poids naturel. Il sera peut-être à 93 kg, peut-être même en dessous. Et il fait face à Jan Blachowicz qui est plutôt en gros light heavyweight. Je pense que Israel Adesanya est favori parce que clairement, on va pas se mentir, techniquement il est au-dessus. Techniquement, en pied-point, il est au-dessus. En gestion de distance, en gestion de combat, il est largement au-dessus. Mais évidemment, il y a une énorme différence de poids et donc de puissance dans le combat. Et Jan Blachowicz, c'est probablement le combattant de l'UFC qui s'est le plus amélioré sur les 6 dernières années. Donc voilà, je pense que les cotes de Paris se valent. Elles se justifient très bien. On va passer vraiment dans l'analyse ici. 27-8 pour Jan Blachowicz, très expérimenté en MMA. Beaucoup moins expérimenté, 15 combats en moins Israel Adesanya. N'oublions pas qu'il a environ 85 combats en kickboxing pro. Il a aussi des combats en boxe anglaise. Donc l'expérience de combat, elle est présente chez Israel Adesanya. Et en plus, il a déjà combattu dans des tournois catégorie ouverte, donc contre des poids lourds, etc. Et il a gagné ses combats. Israel Adesanya, clairement un striker. Et non seulement c'est un striker, il passe 89% de son temps en pied-point, ce qui est très impressionnant comme statistique. Pourquoi? Parce que un adversaire qui rentre dans un combat contre Israel Adesanya, normalement dans son game plan, il doit vouloir grappler. Même si on peut argumenter que des gars comme Kelvin Gastelum, Whittaker, Paulo Costa, ils sont peut-être rentrés dans le combat en se disant moi aussi je suis un striker, je pense que je peux l'avoir en striking. A priori, mais les autres adversaires au moins devaient essayer de grappler un maximum avec Israel Adesanya, et on voit qu'il y a à peine plus de 10% en grappling. En général, quand c'est en grappling, c'est plutôt à la cage et c'est Israel qui se fait contrôler. Mais moi, ce que ça m'indique, c'est que non seulement Israel Adesanya est un très bon striker, en plus de ça, il arrive à imposer la distance de pied-point. C'est-à-dire qu'il rend la tâche très compliquée de casser la distance contre lui. Et ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant.
Petit X-factor du combat, c'est dans la petite cage. Donc, comme c'est dans la petite cage, ça va légèrement à l'avantage de Jan Blachowicz. Parce que contre un bon striker, c'est important de savoir l'étouffer et d'éviter de lui laisser trop d'espace. Parce que quand Israël a trop d'espace, alors là, c'est d'office fini. Jan Blachowicz, il passe 57% de son temps en pied-point et il passe un peu plus de 40% de son temps en grappling. Et en grappling, étonnamment, c'est souvent lui qui se fait contrôler par ses adversaires. Pourtant, c'est un très très bon grappleur. Moi, je le définis comme quelqu'un qui est banger grappleur. Je vais y revenir plus tard, mais ça veut dire que debout, je le vois comme un banger, quelqu'un qui aime bien frapper. Il aime pas trop, enfin, il aime de moins en moins l'échange. Je vais le mettre comme ça. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'échange, mais ça lui a porté défaut. Du coup, maintenant, il l'aime moins. Mais ça reste un gars qui a une bonne puissance. Il a le knockout power. Et en grappling, je vais peut-être y revenir plus tard aussi. C'est un gars qui utilise beaucoup de logique, un peu comme Luke Rockhold. C'est-à-dire que il va réussir à obtenir des bonnes positions dans des scrambles et c'est pas spécialement des techniques qu'on va apprendre en jiu-jitsu ou même en MMA. C'est quelque chose qu'il invente sur le tas. Je vais pas utiliser le terme inventer, mais il a vraiment un bon instinct. C'est ça. Il a un bon instinct au sol. Il n'a pas besoin d'avoir les positions pour avoir les soumissions. On va y revenir plus tard. Ok. Alors, à distance, Jan Blachowicz a un plus gros volume de jeu que Israël Adesanya. Israël Adesanya, c'est quelqu'un qui choisit plus ses moments, je dirais. Après, la différence n'est pas énorme. Hein. On est à 8.5 frappes envoyées par minute et contre 10. Mais voilà, donc c'est un volume de jeu qui reste intéressant. J'ai quand même y revenir plus tard parce que ça c'est vraiment la statistique quasi la plus importante. Avec celle en dessous, où défensivement on est pareil, hein, 65%, 67% de défense, ce qui est dans la moyenne haute. En termes de takedown, Israël Adesanya en a essayé 0.3 fois toutes les 15 minutes et il n'a pas réussi. À l'inverse, son adversaire, il essaye pas trop de takedown, mais voilà, 2.1 toutes les 15 minutes, c'est pas mal. Et il a un taux de réussite de 52% qui est dans la moyenne haute de nouveau. Évidemment, Adesanya, on essaye très souvent de l'amener au sol et on y arrive très peu. 5.7 tentatives toutes les 15 minutes, 0.8 est réussi uniquement. Pour Jan Blachowicz, on essaye de temps en temps de l'amener au sol, 3.2 fois toutes les 15 minutes et on y arrive une fois sur 3 en moyenne. Alors, là ça devient intéressant. On voit Jan Blachowicz comme étant le power puncher, mais il n'y a que une frappe sur 100, un peu plus d'une frappe sur 100 qui provoque un knockdown. Israël Adesanya, qu'on voit beaucoup moins comme un power puncher, il y a quand même 3 frappes sur 100 qui provoquent un knockdown. Comme disait McGregor, timing beats speed et surtout precision beats power. Ici, on a la preuve avec Israël Adesanya. On le voit pas spécialement envoyer des frappes très très puissantes. Ok. Dernier point avant de me lancer dans les séquences. Debout, ça c'est intéressant. On a 2 initiateurs. Alors Israël Adesanya, c'est quelqu'un qui est très complet debout. J'en parle souvent. Il sait initier, il sait contrer, mais c'est plutôt quelqu'un qui initie et qui aime désengager. Et il va contrer seulement quand il est 100% confiant dans son contre. Jan Blachowicz, c'est à peu près la même chose. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai trouvé vraiment cette similitude en observant les deux. Jan Blachowicz, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui initie beaucoup et qui désengage beaucoup et qui contre rarement. Par contre, il contre de temps en temps et en général, quand il le fait, c'est au bon moment. Ok. Maintenant qu'on a la vue globale, c'est ici qu'on va partir dans les séquences. Alors, le premier point. Je vois beaucoup de gens, c'est pas étonnant, je vois quand même beaucoup de gens qui sont pour Jan Blachowicz et qui pensent vraiment qu'il a ses capacités. Je pense que, je vais analyser ça directement, je pense que beaucoup de gens se disent, ah, Jan Blachowicz, il y a moyen qu'il mette Israël Adesanya KO, parce que la dernière fois qu'on a vu Israël Adesanya KO, c'était il y a très longtemps, c'était sur un crochet avant, signé Alex Pereira, hein, le roi des crochets avant. On va le voir ici, c'est très très beau ce crochet avant. Ce qui est très intéressant dans ce crochet, c'est en faisant un petit shift. En général, un crochet vient sur le côté. C'est-à-dire que si ma main est bien sur le côté de mon visage, je vais prendre le crochet sur ma main. Et ici, regardez l'angle du crochet. La main d'Israël Adesanya est bien positionnée. Elle est sur le côté. Donc, s'il y a un crochet large qui vient,
ça va être bloqué. Si le crochet était large, il allait le bloquer. Sauf que là, Alex Pereira change son angle et il envoie son crochet de sorte à ce que l'angle soit comme si c'était un jab qui arrivait, c'est-à-dire que c'est une attaque en ligne et ça passe outre la garde en fait d'Israël Adesanya. Donc défensivement, Israël Adesanya était vraiment en place, il a une bonne réactivité, c'est juste Pereira, vous voyez là, il est parti pour ouvrir et en fait il va changer la trajectoire de sa frappe. Vous voyez, je vais montrer ça au ralenti. Là, il est parti pour un crochet large et en fait, il va rentrer son coude ici pour prendre un angle beaucoup plus dans l'axe et trouver l'ouverture contre Israël Adesanya, ici. Et il l'ouvre pas trop et en plus de ça, son pied va shifter sur l'extérieur pour encore plus rentrer sur l'intérieur de Israël Adesanya. C'est un jeu d'angle vraiment sublime et ça provoque un knockout, c'est à la pointe du menton. Et donc évidemment, on voit des similitudes dans le jeu de Jan Blachowicz qui a aussi mis des KO avec ce crochet avant récemment. C'est avec contre Luke Rockhold et c'était le début de la fin ici contre Reyes. Ok. Maintenant que je suis sur Jan Blachowicz, je l'ai pas étudié sur des vieux combats. Je l'ai étudié seulement sur les combats récents. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, c'est un des gars qui a le plus évolué sur les 5 dernières années et il évolue à chaque combat. À chaque nouveau combat, le gars évolue de dingue. Il arrive à l'UFC, il était 2-5, 2 victoires, 5 défaites. Et depuis, il a 8 victoires, une seule défaite contre Thiago Santos. Son amélioration, elle est dans les détails. Les détails de déplacement notamment. Donc ici, on va... Regardez, ça c'est très intéressant. On est en garde ouverte, ce qui fait qu'on a toujours cette lutte pour avoir le pied sur l'extérieur, et principalement Reyes. Reyes, il essaye tout le temps d'avoir son pied avant, sur l'extérieur de Blachowicz, et c'est quelque chose qui est inconscient. Blachowicz s'est tellement amélioré là-dedans que inconsciemment, il coupe bien les angles et il a empêché Reyes tout le long du combat de prendre l'angle dominant. Regardez, donc ici, Reyes, il fait un step sur le côté, vous voyez sa jambe avant, Reyes qui vient sur le côté. Hop, par là. Hop, je reviens. Il va sur le côté. Immédiatement, vous avez vu le déplacement ici de Blachowicz. Sa jambe avant va immédiatement sur le côté. C'est pas de l'anticipation, c'est vraiment du recadrage. Et là, c'est lui qui a l'angle dominant. C'est gênant pour Reyes. Hop, et Reyes est de nouveau perdu. Chaque petit pas qu'il fait, je vais remontrer, vous voyez, chaque petit pas qu'il fait sur l'extérieur, hop, de nouveau. Chaque fois, Jan Blachowicz avait soit son pied bien aligné, soit son pied à lui sur l'extérieur. Et puis il contrôle le rythme, ok? C'est ça que je dis. Ici, Reyes va essayer d'engager. Blachowicz désengage. Il se repositionne correctement. Petit low kick, il touche. Ici, on essaye d'avoir l'angle dominant. Et de nouveau, donc Reyes essaye d'avoir l'angle dominant. Il va sur l'extérieur. Et ici, on a un Blachowicz qui non seulement va déplacer intelligemment son pied, mais qui va ici venir gérer la main avant de son adversaire à chaque fois pour éviter que Reyes ne puisse attaquer et trouver un angle d'entrée sur lui. Puis il désengage, pas de problème. Et puis maintenant, c'est lui qui va engager. Ok, ça touche dans la garde, mais c'est juste pour dire il avait la main mise sur le rythme. Chaque fois que Reyes essayait de se déplacer correctement, Blachowicz se déplaçait en fonction et contrait les idées de Reyes. Chaque fois que Reyes voulait envoyer quelque chose, il désengageait. Et quand Blachowicz envoyait quelque chose, ça touchait. Que ce soit dans la garde ou ça touche la jambe, ça touche. Psychologiquement, ça joue. C'était vraiment, vraiment beau. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que il pouvait envoyer des frappes à sa guise. Une fois qu'il a la main mise sur le rythme, il sait que Reyes va être perdu, il va pas trouver son timing pour contrer ni quoi que ce soit, et il va blitzer. Alors, contre Reyes, c'était un avantage. C'est-à-dire que chaque fois qu'il blitzait, Reyes était en mode défensif et donc ça lui permettait de trouver les ouvertures. Contre quelqu'un qui a des bons contres, c'est un défaut. Et c'est un des rares défauts que j'ai su trouver sur ces vieux combats par rapport à ces combats nouveaux. On va voir ça en... Donc ici, je vais d'abord montrer le blitz. Voilà, c'est un blitz classique. Maintenant, le problème, c'est que, regardez, donc il envoie son direct. Regardez où est sa main gauche. Il y a une ouverture ici. On avance. Hop. Il envoie son crochet gauche, regardez où est sa main droite. Ça veut dire qu'il y a une ouverture sur le côté ici. Et là, il continue à avancer. Il envoie sa main droite, sa main gauche est à ses côtes, pas à son visage. Donc il y a vraiment des ouvertures sur ses blitz. Il y a encore des petits défauts de positionnement de main quand il attaque comme ça. Ok. Là, pareil. Hop. Juste un peu plus tard dans le combat, je crois que c'est la même séquence. Mais, voyez, il envoie ici son crochet, regardez ça.
Hélicoptère, comme Todd Duffy contre Frank Mir, on rigole beaucoup de ça. S'il y a un contre qui vient à ce moment-là, il est vraiment à l'ouvert. Ok, donc là aussi, hein, il envoie son crochet gauche. Regardez où est sa main. Il y a une ouverture sur sa tête ici. Donc ça, c'est des petits défauts. Heureusement contre Reyes, ça lui a pas porté défaut parce que Reyes était incapable de contrer à ce moment-là et il avait perdu le rythme. Mais regardez ce que ça a donné contre Diaco Santos. C'est là où il prend des rounds. Ok, étant donné où il perd le combat, étant donné qu'il avance. Encore une fois, c'est le principe de collision. Il avance vers les frappes. Donc, même si son adversaire recule, il n'y a pas besoin de beaucoup de force pour mettre le KO. Regardez, sa main ici, où est-ce qu'elle est? Hop, il envoie sa frappe. Et étant donné que sa main était vers le bas, maintenant, elle est ici. Il prend le crochet. Hop, on avance un peu. Ici, regardez, sa main est vers le bas. Il prend le deuxième crochet. Okay, donc là, il vient de reprendre le deuxième crochet. Parce que sa main ne défend pas du tout son visage. Et comme il avance, il rentre vraiment en collision avec la frappe. Voilà, c'est KO, quoi. C'est KO. Donc, je reviens à mes moutons. Donc ça, c'est le risque à ne pas faire, c'est de blitzer contre Israël Adesanya. D'ailleurs, on l'a vu. Hein, chaque fois que Costa et Whittaker ont blitzé contre lui, c'était le début de la fin. Je voulais juste rapidement analyser le clinch de Blachowicz qui est très très intéressant ici. Hop, je reviens juste en arrière. Hop, 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 hop. C'est sneaky ça. Hein. Quitte position. Sa tête est contre l'épaule, il va reculer sa tête pour pouvoir placer son uppercut et venir replacer la tête après en position et en pression. On va le voir. Il recule sa tête, petit uppercut et il repositionne sa tête. Très très beau boulot. J'ai vraiment bien aimé. Ici, il vient frapper. Comme il vient frapper, il ouvre son biceps. Son adversaire, Devin Clark, vient contrôler le biceps et puis vient contrôler le poignet. Ok, là, vous voyez, contrôle de poignet. Hop, ça c'est magnifique. Hein. Il vient enlever le contrôle de poignet de son adversaire à l'aide de son genou. Et une fois qu'il a l'ouverture, un petit uppercut. Maintenant son poignet n'est plus contrôlé, petit uppercut à la tête et puis il vient chercher l'underhook du côté droit. Maintenant qu'il a l'underhook, il change de position, il ouvre et il vient frapper avec sa main gauche. Très très beau boulot. Hein. D'un point de vue systématique, c'est très très bien. Et donc pourquoi je montre le clinch? Parce que Israël Adesanya a une très bonne gestion de la distance. On l'a vu contre Derek Brunson, c'est quasi impossible de shooter sur un takedown contre lui sans qu'il ne défende pas ou sans se faire contrer avec un genou. Par contre, rentrer tout doucement dans la distance, il y a moyen, surtout dans la petite cage et surtout face à un adversaire puissant. J'ai regardé le combat contre Costa, je vais pas en refaire une analyse, mais on sent qu'il a un vrai respect pour la puissance et l'explosivité de Costa. Ce qui fait qu'il recule beaucoup et il se retrouve souvent très proche de la cage. Et ici, c'est une des rares fois où Costa a décidé vraiment de mettre de la pression sans envoyer de frappe, ce qui signifie, si je te mets la pression sans envoyer de frappe, ça veut dire que défensivement, je peux être en place. J'ai pas mes mains à basse, donc je te laisse peu d'opportunités de contre. Et d'ailleurs, on le voit, Israël Adesanya ne trouve pas d'ouverture sur ses contres, et donc, il ne contre pas. Et on va se retrouver, vous voyez, la pression sans frapper, hop, et là, on est au clinch. Donc, il y a moyen de chercher ce clinch. On n'est pas obligé de shoot dans les jambes, on peut chercher le clinch, et une fois qu'on est au clinch, stratégiquement, c'est très important pour Yann. Il sera plus lourd, il sera plus puissant, il sera plus fort en force pas relative, en force absolue. Il aura plus de force que Israël Adesanya. Israël va beaucoup plus se fatiguer au clinch que Yann ne se fatiguera dans ce genre de situation. Donc sur un combat de 5 rounds où l'adversaire va beaucoup jouer sur sa vitesse, c'est important de le fatiguer. Un adversaire rapide, fatigué, sera plus lent. Et s'il arrive à mener au sol, c'est ça que j'ai, il a une énorme puissance, il fait un peu penser à Oleinik, il n'a pas besoin des bons angles, des bonnes positions ici, il vient faire un genre il est entre le arm triangle et le rear naked choke, et il va obtenir le tap out contre Krylov, qui est un bon grappleur. Ici pareil, je voulais juste montrer ce petit crochet avant, comme on en a parlé, de nouveau, hein. Bon timing sur le crochet avant, là son adversaire qui essaie de casser la distance, crochet avant, on se retrouve au clinch. On va avoir un rear naked choke, mais pas de derrière, quoi. Ici, regardez, ses deux jambes sont devant son adversaire, ses hanches sont devant son adversaire. En général, on aimerait être ici pour finaliser l'étranglement arrière, mais malgré tout, il a vraiment cette logique. Vous voyez, il vient cambrer son dos vers l'arrière pour mettre la pression où il faut pour obtenir le tap out. Il a la logique, c'est un grappleur logique, il a l'instinct, et c'est pour ça que pour moi, il doit vraiment aller chercher ce clinch, fatiguer Israël Adesanya, contrôler et essayer d'amener ça au sol. Pourquoi aller striker contre un des meilleurs strikers qu'on ait jamais vu en MMA? Israël Adesanya. C'est un technicien très précis. C'est le master des feintes, le master des single attack
et le master de la lecture de pattern. Si vous voulez en savoir plus sur les feintes, les single attacks et la lecture de pattern de son adversaire, achetez mon dernier livre, L'art de la bagarre, il y a tout dedans. Ok. Ce que j'aime bien, c'est déplacement, contrôle de main, petite feinte. Regardez, donc ça c'est très beau. Il feinte le low kick. Vous voyez, hop, je vais revenir un peu plus en arrière. Vous avez vu la petite feinte de low kick ici? Ici, il va mettre son pied, il va lever son talon et avancer sa hanche. Ok. Ça, c'est une feinte de low kick. Sur la feinte de low kick, il se met pas à découvert, donc il n'y a pas de risque de se faire contrer. Et Paulo Costa, sur la feinte de low kick, aucune réaction. Donc, je peux envoyer le low kick. S'il avait vu Costa lever la jambe, reculer, essayer de contrer, il n'aurait pas envoyé. C'est de la lecture de pattern. Il feinte pour voir la réaction de son adversaire. Selon la réaction de son adversaire, il va pouvoir attaquer sans prendre de risque. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Il envoie beaucoup de single attack parce que dans une single attack, on est moins à risque de se faire contrer que si on envoie une combinaison. Il envoie beaucoup de feintes parce que les feintes permettent de lire l'adversaire, de calculer de jauger les réactions de l'adversaire. Et puis, il va capitaliser sur ces feintes en faisant de la lecture de pattern. Quand il voit son adversaire réagir d'une certaine manière par rapport à sa feinte, il va utiliser cette feinte et travailler sur l'ouverture que cette feinte a créée. Donc ici, toujours, ce système défensif qui est très intéressant, le contrôle de main. Il contrôle les mains, on est attentif aux mains, oblique kick. Ok, oblique kick à la jambe. Quelle est la réaction de Paulo Costa? Single attack, oblique kick, les deux mains vont vers le bas. Ok. Ok, c'est enregistré. On bouge un peu. Feinte de jab, quelle est la réaction? Donc, feinte de jab de côté Israël Adesanya. Regardez la main de Costa qui va aller vers le bas de nouveau. La main droite va vers le bas. On envoie de nouveau ce oblique kick. Où sont les mains? Toutes les deux vers le bas. On avance un peu. Low kick. Qu'est-ce qui se passe sur le low kick? Les mains sont de nouveau très basses ici. Ok. Je sais que je fais tout ça très, très lentement. Il attaque beaucoup en bas. Les mains de Paulo Costa commencent à descendre. Il attire l'attention vers le bas. Hop. Et maintenant il avance. Il va vers le haut. Costa a eu le bon réflexe de défendre vers le haut, mais c'est juste pour montrer le mindset de Israël Adesanya dans ce combat. Ok. Je vais essayer d'accélérer vraiment. Ici, de nouveau, ce contrôle de main, ok, défensivement, le petit oblique kick, la main qui descend, c'est magnifique. Hein. Donc, je reviens. Regardez, hop, oblique kick, la main gauche de Paulo Costa vers le bas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va feinter le oblique kick et on va partir sur un virgule kick. C'est le même trigger visuel. Donc, partir ici, à cette étape-ci, Paulo Costa va penser qu'il y a de nouveau l'oblique kick qui va venir. Du coup, il va prendre son réflexe d'abaisser la garde. Vous voyez, sa main est de nouveau vers le bas et ça crée l'ouverture sur le high kick. Heureusement pour Costa, il a eu un bon mouvement de tête ici. Voilà, c'est juste pour montrer vraiment ce mindset. Ici, c'est pareil sur le jab. Ok, donc le jab. Je vais revenir en arrière. Jab d'Israël Adesanya. La main vient vers l'axe et la tête va vers le côté. Ça crée une collision s'il y a un high kick qui vient du côté gauche d'Israël Adesanya. Donc sur la séquence d'après, il feinte le jab et il envoie ce virgule kick avant. Ça touche pas de nouveau, mais c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Yann qui utilise beaucoup justement, qui chasse, quand il désengage pas, il chasse avec ses mains. Donc ça pourrait vraiment fonctionner. Ici, on voit un Rockhold qui a essayé. Hein. Rockhold, il envoie son direct. La main de Jan Blachowicz est vers le bas et du coup, il va feinter le direct et partir sur le high kick. Et c'est ça où je dis, hein. Vous voyez, il était proche de la cage. Si Rockhold était encore plus proche, Jan Blachowicz n'aurait pas pu désengager à cause de la cage. Donc là, le jeu de pression va pouvoir être assez intéressant. Ça, c'est juste son intelligence de jeu. Hein. Il se déplace par ici. Donc il sait que Costa va lever sa jambe pour venir la déposer plus par ici. Au moment où il la dépose, tout son poids est dessus et donc il peut envoyer un low kick en collision. C'est des petits détails comme ça, moi j'aime bien voir ça. Israël se déplace vers sa droite, Costa se réaligne, la jambe est disponible pour le low kick. Alors, comme je dis, Israël Adesanya désengage beaucoup. Vous voyez, ici il est droitier, il désengage, et comme Sterling, sa tête est super loin. Qu'est-ce que ça provoque? Ça veut dire que Costa, qui vient d'envoyer un 1-3 et donc un jab crochet avant, Israël Adesanya désengage,
il sait que quand il va envoyer ça, Israël va désengager. C'est de la lecture de pattern. Sauf que, ça c'est la force d'Israël Adesanya, il fait pas toujours la même chose sur la même réaction, la même action de son adversaire. Si son adversaire envoie 2 fois un jab, il va réagir 2 fois de manière différente. Donc ici, à gauche, c'est la séquence qu'on a déjà vue. À droite, c'est le finish, en fait. Donc, le jab, sur la séquence de gauche qu'on a déjà vue, il désengage. OK? Sur la séquence de droite, il reste sur ses appuis. Vous voyez ici comment le crochet, donc regardez sur la gauche, hein, le crochet de Costa, il surengage dessus. Regardez dans quelle position il finit ici sur le crochet. C'est exactement la même position sur laquelle il se retrouve du côté droit. Donc maintenant, soyez attentifs à droite. Hop, il est aussi dans une position vraiment pas du tout de combat et sa tête est du mauvais côté. Et donc là, on a le contre de Israël Adesanya. Vraiment les mêmes positions. Sur le crochet, regardez la tête ici, elle est perpendiculaire. C'est pas ultra bien synchronisé. Et ici aussi, on est perpendiculaire. Donc l'ouverture était là, Israël Adesanya a su lire ça et une fois il désengage, la fois d'après il sait que s'il désengage s'il désengage pas, l'ouverture sera là et il a lu le jeu, il a obtenu le finish. Contre Whittaker, c'est un peu pareil. Il a beaucoup désengagé. Oui, il désengage. Sa tête est super loin. Donc encore une fois, hein, les low kicks, les body shots contre Israël Adesanya, c'est beaucoup plus facile que chercher sa tête comme il désengage beaucoup. Et là, c'est la séquence de fin. Comme Whittaker doit chaque fois aller chercher loin et blitzer pour aller obtenir, au moins espérer toucher la tête d'Israël Adesanya, qu'est-ce qu'il fait? Il surengage. Regardez ici la jambe. Si j'envoie un 1-2, j'en parle souvent, j'aimerais que mes 2 pieds restent toujours au sol pour mon jab direct. Ici, il envoie un jab direct et soyez juste attentifs au pied droit. Vous voyez comment il avance ici? Là, il surengage complètement. Il allait passer en gaucher. Sauf que pour une fois, Israël Adesanya ne recule pas. Il reste sur ses appuis. Et ça lui permet d'avoir le contre alors que Robert Whittaker est complètement surengagé, il a aucun appui au sol, il sait plus contrer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Israël Adesanya sait à quel moment désengager, sait quand ne pas désengager pour chercher son ouverture. Ok, en termes de game plan, Jan Blachowicz, patience, pressé peu à peu, un peu comme Peter Yan en fait, fatigué, chercher le clinch et grappler. Ok, il a plus de puissance, un one-shot qui touche en contre, ça peut amener au sol, mais est-ce que tu veux vraiment aborder un combat avec des peut-être, avec des je dois espérer le toucher, je dois espérer avoir le coup qui frappe, le coup qui met KO? Non, je pense que stratégiquement, là où il a le plus de chance, c'est de jouer de sa force supplémentaire par rapport à son adversaire, de son frame supplémentaire, du fait qu'il est plus lourd et venir le fatiguer au clinch. Donc, beaucoup désengagé, essayer de mettre la pression, ne pas trop mordre aux feintes, ou en tout cas vraiment sur les feintes désengagées aussi. Essayer de mettre de la pression, lui faire peur de temps en temps avec des vraies grosses frappes. Et vraiment, dès que Israël Adesanya est contre la cage, ou quand lui-même se met contre la cage, on ne sait pas comment il va aborder le combat Israël Adesanya, mais s'il l'aborde comme Paulo Costa avec beaucoup de respect pour la puissance de Yan, il va lui-même être proche de la cage, et donc c'est là où il faut casser cette distance peu à peu, chercher le clinch, garder le clinch à tout prix, le fatiguer au début, et puis s'ouvrir quand il sent qu'il a plus d'énergie qu'Israël Adesanya. Israël Adesanya, c'est jouer sur la vitesse. Il est moins fort, mais il est plus rapide. C'est-à-dire que envoyer des jabs comme Cyril Gane le week-end passé, ça va bien fonctionner pour lui. Piquer, sortir. Low kick, sortir. Chaque fois qu'il rentre dans la distance, essayez de piquer. Utilisez beaucoup de feintes, voir si sur les feintes, Yan va désengager, ce qui est fort probable. S'il désengage sur les feintes, beaucoup feinter jusqu'à ce que lui soit au centre de la cage et Yan 2 à la cage. Une fois que Yan est 2 à la cage, c'est là où il peut plus désengager. Et c'est là où les feintes vont beaucoup fonctionner. Feinter, regardez la réaction, créer l'ouverture. Fin de le jab, Yan chasse avec sa main arrière contre la cage. Fin de le jab, virgule kick à la tête pendant que sa main est dans le centre. Ça peut vraiment cartonner. Toujours, et donc, pour moi, low kick, middle kick, mouvements latéraux, c'est la clé de la réussite pour Israël Adesanya. Bon les gars, on a dépassé 1 heure, je vais pas parler du reste de la carte, elle est magnifique. On enlève les 3 combats principaux, on a une très belle carte dans UFC Fight Night. Donc il y a Islam Makhachev contre Drew Dober, il y a Dominic Cruz en prélims contre Kenny, enfin il y a vraiment des très très beaux combats, ça vaut la peine de regarder ça. Profitez-en bien les gars, on se retrouve très bientôt, c'était Chris... Oh, mes pronostics
je pense que Israël Adesanya va gagner. Si je devais pronostiquer, je mettrais Israël Adesanya peut-être même à la décision en fait. Je pense que la cote de Paris est très disproportionnée pour ça. Pourquoi je dis ça? Étant donné que les deux désengagent beaucoup, on risque d'avoir un combat à plus faible volume que ce qu'on a l'habitude de voir, et risque d'avoir un combat où il y a beaucoup de single attack. Sur les single attack, c'est pas là où on aura les KO en fait. Même Yann est capable. Israël Adesanya sur une single attack, à moins que ce soit un high kick, je pense pas. Par contre, un TKO possible. Mais s'il fait que des single attack parce qu'il trouve pas d'opportunité pour les contres, ben c'est là où il peut obtenir un finish. Mais voilà, Israël Adesanya, je sais pas pourquoi je le sens à la décision. On verra. Profitez bien les gars. À très bientôt. C'était Chris Genacht. Merci d'avoir suivi.